Si on parle de décolonisation, il faut déjà accepter le fait que notre architecture a été colonisée. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que nous avons tout simplement côtoyé une architecture coloniale importée par le colon? Donc c'est pas mal de questions effectivement qu'il faut se poser quand on veut parler de décolonisation, mais également comprendre ce que l'on souhaite par décolonisation. Est-ce que c'est une décolonisation symbolique ou est-ce que c'est une décolonisation technique, c'est une décolonisation politique? Issa Diabaté, architecte ivoirien, a dit « La ville du futur doit s'inspirer des principes villageoises ». Mesdames et messieurs, honorables invités, partenaires du Ivoire Black History Month, bonsoir et merci d'avoir répondu présent ce soir pour la nuit du Sankofa, la cérémonie apothéose de cette 6e édition. La thématique aujourd'hui, c'est décoloniser l'architecture, observer le passé et construire demain. Comment est-ce que nous observons le passé et comment est-ce que nous construisons demain? Ce soir, nous allons interroger les bâtiments coloniaux, nous allons interroger l'architecture urbaine et tout ça dans un contexte de durabilité. Pour cela, nous avons aussi des intervenants de qualité, 2 femmes et un homme. Afo Guénéguez, sous vos acclamations. Afo. Issa Diabaté est directeur, donc je l'ai déjà annoncé, est directeur général de Kofi et Diabaté Architectes. Mamital, sous vos acclamations, Mamital. Il faut savoir qu'on va essayer d'organiser un peu la réflexion autour de différents axes dont on a discuté au préalable. On va parler de l'architecture précoloniale, de l'architecture après la colonisation, des indépendances, de l'architecture, on a parlé de précolonial, postcolonial, des indépendances, et puis on va penser Sankofa, comment on se projette dans l'avenir pour demain. Alors déjà, il faut qu'on comprenne le thème, qu'on s'aligne sur le thème. Peut-être que vous avez différentes perceptions. On parle de décolonisation architecturale. C'est très beau à entendre, mais comment vous le comprenez? Vous avez vos micros, ils fonctionnent déjà, de ce que la régie m'a dit. Allô. Donc, on va commencer. Issa, tu testes ton micro? OK. Pour toi, c'est quoi la décolonisation architecturale? Si on parle de décolonisation, il faut déjà accepter le fait que notre architecture a été colonisée. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que nous avons tout simplement côtoyé une architecture coloniale importée par le colon? Donc c'est pas mal de questions effectivement qu'il faut se poser quand on veut parler de décolonisation, mais également comprendre ce que l'on souhaite par décolonisation. Est-ce que c'est une décolonisation symbolique? Ou est-ce que c'est une décolonisation technique? C'est une décolonisation politique? C'est sociologique? C'est pas mal de sujets en fait qui se superposent et qu'il va falloir quelque part décortiquer. En réalité, si on se cantonne à la technique, c'est relativement simple. Nous savons tous qu'il y a des architectures qui nous ont précédés. Il suffit de faire la traduction de ces architectures-là dans le monde contemporain. C'est vrai que c'est compliqué si vous n'avez pas de support technologique qui vous accompagne. Comment on fait de la terre aujourd'hui à grande échelle, c'est compliqué. Mais c'est effectivement des pistes à poursuivre. Si on parle par exemple de décolonisation sociologique, ça peut être encore plus compliqué. Tout à l'heure, on parlait d'utilisation de matériaux dans nos villages qui, par exemple, ont commencé à évoluer et où la brique, le ciment remplacent les matériaux traditionnels comme la terre, le bois, etc. Mais ne vous avisez pas à aller dans un village et à dire aux gens d'arrêter de construire en dur et de repartir à la terre. Ça, c'est de la sociologie. Si vous ne comprenez pas qu'il y a un effet ascensionnel dans l'acte de bâtir avec des matériaux modernes, vous avez réglé peut-être à peine 20% du problème. C'est pour ça que souvent, quand on voit des actions faites par des architectes dans des environnements ruraux,
il est important de revenir 2 ans, 3 ans, 5 ans après pour voir s'il y a eu une appropriation des techniques qui ont été transmises ou si ça a juste servi à faire de belles photos pour un magazine. Donc, voilà un petit peu, pour planter le décor, comment est-ce que moi je perçois cette question de décolonisation d'architecture. Merci Issa. Mamital? Franchement, c'est difficile de donner une définition après ça, mais je pense qu'on est complètement alignés. Quand on parle de décoloniser l'architecture, on parle autant peut-être des styles architecturaux que de la manière de construire. Et tout cela, justement, s'accompagne d'une idéologie, on va dire, sociologique qui avance, qui évolue au fil du temps, auquel on doit se plier aussi en tant qu'architecte. Donc, je pense que c'est intéressant d'explorer ces différents axes, mais aussi d'explorer ce qu'au final représente l'architecture coloniale pour chaque ville. Parce que je pense qu'en fonction des villes, le rapport à l'architecture coloniale peut être différent. Et en fonction des villes, il peut être perçu comme un patrimoine, autant comme un bâtiment qui rappelle l'oppression, tout simplement. Donc, il y a ce travail à faire là, à ce niveau aussi. Afo, c'est quoi la décolonisation architecturale selon toi? Allô, je vérifie que ça marche. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Orphélie. Je voudrais avant toute chose remercier l'équipe d'IBHM, en particulier Serge et Sandra. Je voudrais remercier aussi l'Institut français qui nous accueille ici. Je pense à monsieur Jean Mathieu et à Marie Badiane. Pour moi, la décolonisation architecturale, c'est un processus entamé dès les indépendances qui vise à interroger l'héritage architectural, donc hérité de la colonisation, les modes et techniques de construction également, afin de les repenser, les transformer, pour qu'ils reflètent un peu plus les identités, l'histoire, les aspirations, mais les attentes des populations d'aujourd'hui. Pour moi, ça passe par une réappropriation du bâti colonial, mais je pense qu'on en parlera peut-être plus tard. La valorisation de l'architecture traditionnelle auprès des communautés. Aussi la décolonisation de l'enseignement de l'architecture, en intégrant peut-être un peu plus des méthodes architecturales vernaculaires dans l'enseignement. Je ne sais pas quel est l'état de l'enseignement de l'architecture en Côte d'Ivoire, mais peut-être qu'on peut en discuter aussi. Pour moi, ça passe aussi par la décolonisation des espaces bâtis, des espaces publics, donc le nom des rues, les statues, et je pense qu'il faut inscrire de nouvelles couches de récits post-coloniales dans l'espace public également, pas forcément déboulonner ou détruire. Ce que je voulais aussi peut-être ajouter rapidement, c'est que donc la question de la décolonisation, pour moi en tout cas, elle s'est posée avec plus ou moins d'acuité depuis les indépendances. Donc chaque leader s'est demandé en fait qu'est-ce qu'il allait faire des legs architecturaux laissés par la puissance coloniale. Et je pense qu'en fait le rapport après que chaque peuple a entretenu avec ce patrimoine a été aussi déterminé par le leader de l'indépendance et le type de décolonisation. Est-ce qu'elle a été plus ou moins pacifique? Est-ce qu'il y a eu une guerre ou pas? Et pour parler du cas de la Côte d'Ivoire, dans mes souvenirs, dans son discours de proclamation de l'indépendance, Oufoué, il a parlé du patrimoine, il a utilisé le mot patrimoine en disant qu'il fallait enrichir et développer ce généreux patrimoine hérité de la colonisation pour le bien de deux peuples, on va dire. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et je pense aussi que ça n'a pas empêché pour autant d'avoir des tentatives de décolonisation architecturale. Par exemple, le palais présidentiel, on en parlait tout à l'heure avec Issa Diabaté, qui était le palais du gouverneur initialement, qui s'est approprié et qui l'a transformé en recourant à des symboles de la culture traditionnelle, notamment le bia, donc le siège qui représente la royauté à Caen. Donc ça, c'était une tentative. Au Sénégal, je sais qu'il y avait aussi le parallélisme asymétrique de Senghor, mais je pense que ça n'a pas été fructueux. Donc voilà, c'est une question qui est posée depuis longtemps. Merci. Merci Afo. Alors là, on a les différentes définitions, enfin, on vous a permis, je l'espère, de mieux comprendre c'est quoi la décolonisation architecturale. On va partir avec nos différents axes. Le premier axe concerne l'architecture précoloniale. Okay. Est-ce qu'il y a des édifices ou bien des constructions de l'époque précoloniale qui vous ont inspiré, qui vous ont frappé? Je vais continuer en même temps avec Afo qui avait commencé un peu
à évoquer des exemples. Oui, ça c'est une question personnelle. Moi, quand j'étais enfant, très tôt, j'ai vu des cases en banco. Enfin, c'est du torchis, donc c'est du banco avec une armature en bois ou en bambou. Merci. Pardon. Donc j'ai vu ça quand j'étais enfant et je me rappelle parce que moi je suis une citadine, j'ai grandi à Abidjan et ça m'avait choquée quand j'ai vu ces maisons. Ensuite, très jeune aussi, j'ai été dans la région de Mans, à Biancouma, où il y avait aussi des cages en banco, avec des décorations faites par les femmes, avec des pigments traditionnels. Donc ça aussi, ça m'avait frappé, c'était très beau. Il y avait aussi un des ponts de liane. J'ai vu un des ponts de liane quand j'étais très jeune. Il y avait tout le mystère aussi entourant la construction du pont. On dit que c'est l'araignée qui a transmis le savoir-faire aux hommes, et ils le construisent dans le secret de l'obscurité. Donc ça, c'est des choses aussi qui m'ont beaucoup frappée quand j'étais enfant. Je n'ai pas envie de dire, ça m'a traumatisée. Mais après, à l'âge adulte, il y a des sites là qui m'ont vraiment frappée parce que j'ai compris la portée de ce qu'ils représentaient. Donc, au Bénin, par exemple, il y a le site des palais royaux d'Abomey qui démontre en tout cas la puissance du royaume du Dahomey à l'époque, qui avait pour capitale Abomey. C'est une succession de 10 palais de rois, donc selon la succession au trône. Donc ça m'avait vraiment frappée. C'est des murs en bauge, on dit, ou en pisé. Donc c'est vraiment des murs épais. Toujours au Bénin, j'ai vu aussi Ganvier. Donc c'est un village sur l'eau avec plus de 35 000 habitants, si mes souvenirs sont bons. Et donc on fait tout sur l'eau à Ganvier. Le marché, il y a des écoles, il y a des mosquées, il y a des églises, il y a même des hôtels. Et je me rappelle avoir même vu un embouteillage, un point de ravitaillement en essence. Donc les gens ils venaient remplir leur jerrycan d'essence et puis il y avait un embouteillage. Donc ça m'a frappé. Et puis bien sûr en Côte d'Ivoire, les mosquées de style soudanais, la mosquée de Kong qui a été évoquée tout à l'heure. Et puis l'intérieur de la mosquée qui est très fraîche. Et puis le fait qu'il y ait des chauves-souris aussi à l'intérieur, ça m'avait fait crier. Issa ? Alors, plutôt que de bâtiments, moi j'aimerais parler de système, parce que ça permet aussi de faire la transition entre ce qui se faisait avant et ce qui se fait maintenant. Moi j'aime bien regarder en fait tout ce qui s'est fait à l'époque pré-indépendance en termes d'utilisation de matériaux, par exemple. Les utilisations de matériaux, en général, sont très liées à la géographie. Quand vous prenez les villages lagunaires au sud de la Côte d'Ivoire, vous allez voir qu'on construit essentiellement en bambou raffia. Pourquoi ? Parce que quand on met du bambou raffia bout à bout, on n'a pas d'étanchéité et donc l'humidité peut traverser la maison. Vous remarquez tous que quand vous avez une pièce étanche, vous la fermez ici en 2 semaines, vous accumulez de l'humidité sur vos affaires. Donc c'est des systèmes qu'il faut comprendre. Quand on regarde que dès qu'on passe la latitude de Yamoussoukro, on utilise essentiellement de la terre, il y a des raisons pour ça. On isole plus, les écarts de température sont plus importants entre le nord et le sud. Il y a une grande différence avec l'harmattan. La terre, c'est idéal pour ça. Donc, pour moi, le plus important, c'est de comprendre les systèmes. Pourquoi le système de bambou raffia est intéressant ? Parce qu'il permet d'avoir une ventilation traversante. Est-ce que vous êtes obligé d'utiliser du bambou raffia pour faire de la ventilation traversante ? Non. Donc, si vous comprenez le système, même avec des matériaux que vous avez à disposition, si vous n'avez pas parce que j'estime aujourd'hui qu'utiliser des matériaux dits locaux, c'est un luxe, parce que ça ne rentre pas dans une filière de production industrielle, donc c'est de l'expérimentation et du luxe. Donc, du coup, quelque part, vous n'êtes pas obligé de vous attacher aux matériaux pour faire de la durabilité. Vous pouvez travailler vos systèmes en fonction de votre besoin. Et en réalité, quand on regarde, on a beaucoup de choses à disposition. Si vous plantez un arbre devant votre terrasse, vous avez tout de suite une protection bioclimatique. Si vous orientez votre maison en fonction des éléments, en évitant d'être face au soleil les après-midi, naturellement, vous allez éviter de climatiser. Donc, il y a aussi tout un process de conception et d'interrogation tout au long de ce process qui doit nous ramener vers du bon sens. Quand on regarde tout ce qui a été construit, c'est vrai que là, on n'est plus dans l'ère précoloniale, mais quand on regarde tout ce qui a été construit dans les années 60, avec une interprétation justement de ces systèmes dans des déploiements comme la Cité des Arts, le lycée technique, on comprend en fait qu'il est peut-être plus intéressant de s'attacher au système qu'au matériau en lui-même. Voilà. Merci Issa.
Mamital, des édifices, des bâtiments que tu as pu constater de style précolonial? Non. Désolée. Alors, moi, déjà, il faut savoir que tout ce que je vais vous dire, je l'ai appris par moi-même. J'ai pas été, si j'ai été en école d'architecture, mais j'étais en école d'architecture à Montréal. Donc, il faut savoir que j'ai eu tout un autre apprentissage à faire par moi-même en rentrant au Sénégal. Et ça passait par la connaissance du patrimoine, par la connaissance de ce qui se faisait avant en termes de technique, en termes de modèles aussi, de construction. Et donc, par ça, en fait, j'ai été obligée d'apprendre l'histoire du Sénégal, en fait, tout simplement, parce que plusieurs fois, des gens sont venus à Dakar en essayant en me demandant c'est quoi le style architectural du Sénégal, c'est quoi le style architectural. J'avais vraiment du mal à poser un mot sur ce style en particulier. Donc j'ai dû essayer de comprendre comment est-ce que la ville s'était formée. Et il faut savoir que la ville s'est formée quand les colons ont débarqué au début des années 1900 sur la presqu'île de Dakar et qu'ils y ont trouvé des Lébous qui sont une ethnie du Sénégal et qui y habitaient en concession. Et alors, il y avait des modèles d'habitation démocratiques, ok? Donc c'était des différentes concessions, comme des petits quartiers. Et donc ils habitaient, on va dire, donc avec ce modèle de cour. Et c'est des modèles d'habitation qui étaient vraiment très intéressants à observer et qu'on pouvait observer également dans d'autres peuples comme au Gabon avec la culture. Alors ça va me revenir, je suis vraiment désolée, mais ce modèle d'habitation où l'habitation est exposée en différentes pièces, chaque case représente une pièce. Donc vous avez la case cuisine, case machin, etc. Et donc la particularité de cette case, c'est que quand vous entrez, vous avez comme un ancêtre en fait qui vous dit et qui a une case à lui. Vous pouvez entrer dans la propriété. À chaque fois, je me pose la question à savoir, si ces gens, on les met dans des appartements demain, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on parle de cette réappropriation tout en respectant leur manière de vivre, leurs croyances, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient sociales, etc., etc. C'est de là, en fait, justement, que je puise, en fait, on va dire, cette inspiration. Il y a eu un programme, parce que donc, pour la petite histoire, moi quand je suis rentrée au Sénégal après mes études, je voulais vraiment entrer en profondeur dans l'architecture et savoir comment ça se passait. Et j'ai vite compris que c'était quelque chose qui était étroitement lié avec le gouvernement, la politique, avec les différentes personnes qui venaient et voilà, qui partaient en laissant un héritage. Et donc aujourd'hui, excusez-moi, j'ai perdu complètement le fil de ce que j'étais en train de dire. J'ai plusieurs idées qui viennent en même temps. Mais oui, donc je parlais de ça parce que j'ai été consultée sur le projet des 100 000 logements au Sénégal, où ils essayaient justement de trouver des nouvelles typologies d'habitation en zone rurale. Et on a eu à explorer ces différentes manières d'habiter, on va dire au final, qui existaient avant l'époque coloniale. Et pour la petite histoire, est-ce que vous savez comment est-ce que ces villages ont disparu? Donc en fait, le jour où les colons sont arrivés et qu'ils ont vu ces différents villages, ils ont dit franchement, vos matériaux ne sont pas résistants. Les bouts ont dit non, nous, ça nous va, franchement, on n'a pas de problème. Et dans cette nuit, ils ont créé un incendie. Ce qui fait que les pailles, les toits en paille, etc., ont vraiment vite pris feu et ont été détruits. Et donc le lendemain, ils ont dit, vous avez vu, vos matériaux ne sont pas résistants. Donc il y a eu cette ségrégation qui a commencé à partir de ce moment. Vous avez le plateau de Dakar, pour ceux qui y sont déjà allés, donc le centre-ville, et vous avez le quartier de Médina qui est juste à côté. Il faut savoir que le quartier de Médina, c'est le quartier où il y a eu cette ségrégation entre les colons et les Sénégalais qui habitaient, on va dire, au plateau de Dakar aujourd'hui. Donc, il y a un vrai enseignement à tirer de cette époque précoloniale. Il y a des vrais modèles d'habitation à également exploiter pour le futur. Et je pense que c'est un des exemples qui m'a le plus frappé en rentrant. Alors, en vous écoutant tous, je comprends que quand on parle d'habitat, c'est aussi une manière de vivre, comment les gens, un style de vie. C'est comment on discute ensemble, comment on vit ensemble, comment les familles sont construites. Et puis, c'est aussi être à l'écoute de son environnement. Issa, quand je pense à ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, il y a vraiment quelque chose d'assez culturel dans la façon dont les gens fonctionnaient et décidaient de construire. Et Mamital, en lisant ta bio, j'ai vu que tu t'intéressais vraiment à tout ce qui est identité culturelle. Et je me demande finalement, à quel point est-ce que c'est important de faire jouer l'identité culturelle dans les constructions, quand on regarde ce qui se faisait à l'époque précoloniale, pour faire écho à ce que tu as évoqué. À quel point l'identité culturelle est importante?
Par rapport à l'identité, j'ai une toute petite anecdote. C'est, vous savez, quand les Lions de la Teranga ont enfin gagné la Coupe d'Afrique, voilà, qu'on a ramené la coupe à la maison, j'ai allumé la télé parce qu'en fait, ils ont filmé en direct toute leur arrivée depuis l'aéroport jusqu'au palais présidentiel. Et ils sont passés par plusieurs endroits. Et à plusieurs moments, j'ai allumé la télé et je ne savais absolument pas où est-ce qu'ils étaient. Et je me disais, mais j'habite dans cette ville, c'est chez moi, je ne sais absolument pas où est-ce qu'ils sont. Pourquoi? Il n'y avait rien d'identitaire à côté. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas, le siège d'Orange là qui ressemble à un cori, le truc là en pyramide, machin, etc. C'est-à-dire que pour moi, un bâtiment qui a de l'identité, c'est un bâtiment qu'un enfant peut dessiner juste avec un geste comme ça, juste avec une forme, ou vraiment qui peut être représenté de manière vraiment, voilà. Je pense que c'est important dans une ville. Tout à l'heure, je parlais du fait que aujourd'hui, les villes africaines connaissent une vraie superposition de couches historiques. On ne peut pas mettre le point sur un seul style architectural. On peut peut-être mettre le point sur un style architectural qu'on a voulu imposé comme style architectural par définition. Et donc là, je reprends le parallélisme asymétrique que le président Léopold Sédar Senghor a voulu utiliser comme style architectural par définition pour l'identité de l'architecture sénégalaise et qui, au lendemain de l'indépendance, étant poète, est venu avec cette figure qu'il utilisait dans ses poésies et a voulu la transmettre en architecture. C'est très intéressant, vous pouvez aller voir, il y a beaucoup de bâtiments au Sénégal qui vous montrent un peu l'utilité, en fait, d'une certaine manière de ce style, comme le CICES, par exemple. Et donc, à cette époque, il faut savoir que les architectes travaillent directement avec le gouvernement. Ils venaient, on leur donnait l'argent, on leur disait juste, faites des bâtiments qui sont de ce style. Parce que voilà. Mais il faut savoir que cette pensée était également associée au fait de préserver ce qui avait été fait avant. Il n'était pas question de remplacer ces bâtiments, de les casser, de les remplacer, mais il était question de les associer à ces nouveaux bâtiments de manière à pouvoir toujours avoir un fil conducteur. Donc je pense que c'est toujours important pour une ville. On ne peut pas avoir une identité à chaque coin de rue systématiquement. Voilà. On peut l'associer avec l'architecture moderne, on peut par moments avoir du minimalisme, parce que pour moi, l'architecture, plus elle est moderne, plus elle est aseptisée, on va dire, de détails d'une certaine manière. J'en parlais aujourd'hui avec les gens de l'Institut français. Mais à ce titre, je pense que c'est vraiment important parce que c'est ce qui définit une ville, en fait. C'est ce qui fait la différence entre Abidjan et Dakar, Abidjan et Lomé, etc. Voilà. Et ça fait penser à l'intervention du professeur Pierre Kipré qui était en train de décrire les différents villages selon les zones. On avait l'impression en l'écoutant que quand on voyage, à chaque fois le paysage change et on reconnaît la zone et le peuple qui s'y trouve. On va aller à l'architecture coloniale. On a fini avec l'architecture précoloniale. Déjà, l'architecture coloniale, c'est quoi? Est-ce que c'est ce qui se construisait au moment, dans la période comme ça de la colonisation? Est-ce que c'est ce que les colons eux-mêmes construisaient? Pour vous, c'est quoi, Issa? Je pense en général, quand on fait référence à l'architecture coloniale, c'est essentiellement le bâti que les colons ont construit. Et pourquoi est-ce que c'est une architecture qui est intéressante? Parce que c'est une architecture qui partait de systèmes de production européens, mais qui, par son architecture, a dû s'adapter à des conditions climatiques locales. Donc, par exemple, quand vous prenez le bâti de Bassam, où vous avez une utilisation extensive du béton, vous allez remarquer qu'il y a pas mal de maisons en fait qui ont des coursives périphériques pour éviter que l'ensoleillement... C'est très technique comme terme. Désolé. Une coursive, en fait, c'est une terrasse tout autour du bâtiment, donc une véranda. Voilà. Beaucoup de bâtiments ont une véranda qui permettent justement de filtrer l'ensoleillement à l'intérieur du bâtiment et donc préserve la température à l'intérieur. Donc, pour revenir un petit peu à l'idée de système dont je parlais, c'est intéressant de voir que, en fait, des contraintes qui sont avant tout climatiques ou contextuelles finissent par définir un style. Et ce qui est intéressant aussi avec l'architecture coloniale, c'est qu'il y a une espèce d'influence transversale de, par exemple, ce qui a pu se faire en architecture coloniale au Vietnam, dans des situations climatiques similaires aux nôtres, qui peut voyager, par exemple, d'un pays à l'autre. Donc, au final, avec justement cette espèce d'influence traverse, elle finit par se donner une identité. Et quand vous voyez des bâtiments de type coloniaux en dehors de la Côte d'Ivoire, vous arrivez à les reconnaître quand même. Ok. Mamital, quelque chose à rajouter au Sénégal, par exemple le micro? Moi, j'aimerais rebondir donc sur ce que Issa vient de dire, parce que l'architecture coloniale, du coup, elle est associée à un certain
à un type d'architecture, donc au néoclassique. Est-ce que, en tant qu'architecte sénégalaise aujourd'hui, est-ce que si je construis un bâtiment genre de type néoclassique, c'est considéré comme une architecture coloniale, ou est-ce que si un architecte étranger, donc issu, on va dire, donc de ce pays colon, vient construire vraiment un bâtiment qui est complètement en lien avec nos traditions, notre culture et ce qu'on attend, est-ce que c'est un bâtiment local? Désolée, je ne suis pas supposée poser des questions, mais j'en profite. Afo peut-être, ou Issa? Afo? Issa, tu veux compléter? Je te laisse compléter. Merci. Merci. Oui, donc pour moi, l'architecture coloniale, c'est évidemment un style qui a été importé de l'Occident littéralement, parce que ce sont des poutres et poutrelles métalliques, comme le disait le professeur Pierre Kipré, des poutres et poutrelles métalliques qui sont arrivées, et puis il y a eu des expérimentations avec le béton armé, c'est ce que Issa aussi me rappelait tout à l'heure. Donc c'est une architecture qui a servi à occuper le territoire durablement, à dominer, c'était l'outil par excellence de domination, parce que la colonisation est aussi passée par des symboles, donc comme ces architectures massives qui servaient à subjuguer le peuple. Et puis ce qui est intéressant aussi, donc c'était une architecture qui était dite bioclimatique, donc qui respectait l'environnement. Donc avec, comme il a dit, des coursifs périphériques. Des coursifs périphériques / véranda. Pour une meilleure ventilation, des persiennes aussi. C'est aussi des bâtiments qui sont un peu surélevés, avec des pierres pour éviter l'humidité, on dit par capillarité, quelque chose comme ça. Donc un peu surélevé. Quand on va sur le palais du gouverneur, à l'arrière, il y a l'ancien tribunal indigène, et on voit bien en fait qu'il y a des pierres qui font qu'il est vraiment un peu surélevé, et même le palais du gouverneur, il y a une pièce en dessous. Donc c'est, comme je disais, c'est l'outil de domination par excellence pour subjuguer le peuple. Et puis il y avait aussi des stratagèmes qui ont été utilisés pour renforcer cette subjugation, notamment en jouant sur les croyances locales. C'est que par exemple dans le palais du gouverneur, il y avait une petite salle avec un escalier dans lequel le gouverneur pouvait se dissimuler pendant plusieurs heures. Donc on prétendait en fait qu'il avait disparu. Et ça a contribué à faire croire qu'il avait des pouvoirs mystiques presque. Et donc ça, c'est assez intéressant sur l'architecture coloniale. Voilà, oui, c'est tout. Merci. Issa, tu veux rajouter quelque chose? Parce que j'ai une question spéciale pour toi, juste après. Mais vas-y. D'accord. Non, je voulais juste mettre l'emphase aussi sur le fait que l'architecture coloniale évolue aussi avec un urbanisme colonial. Et tout à l'heure, Mamie expliquait la Médina par rapport au centre de Dakar. Et ici, on a la même chose. Et il faut savoir en fait qu'Abidjan a été choisi pour son découpage lagunaire et la possibilité d'installer Treichville à l'opposé du plateau sur un territoire qui est beaucoup plus vallonné et donc mieux ventilé, qui se protège au nord avec le camp Gallieni et au sud avec la lagune. Donc c'est intéressant aussi de comprendre les logiques, et je pense que c'est des logiques qu'on retrouve dans toutes les capitales coloniales. On la retrouve à Dakar, mais on la retrouve aussi à Niamey, avec des éléments géographiques différents. Mais c'est intéressant aussi de pouvoir comprendre ça. Et est-ce que toi, Issa, tu as déjà travaillé sur des bâtiments coloniaux? C'est une question à dessein, je vois. Alors, nous sommes en train de travailler actuellement sur une restauration de l'hôtel des Postes de Grand Bassam. Très intéressant justement comme exercice, à la fois exercice de restauration parce que ça montre ses limites dans le contexte dans lequel on est. Restaurer un bâtiment dans son pur jus voudrait dire qu'on devrait reconstituer certains éléments qui sont historiques, et aujourd'hui ça coûterait vraiment trop cher pour pouvoir le refaire. Il faut savoir que c'est un bâtiment qui a été importé de France. C'est deux bâtiments en fait qui ont été réunis par un bâtiment central construit localement. Deux bâtiments préfabriqués qui ont été importés de France. On retrouve des structures similaires dans la région de Sassandra, de Grand Laou. Peu de gens le savent. Transportés de par France, bateau, oui, deux bien sûr. Oui. Je peux avoir, on peut avoir plus de détails. Ce sont des structures métalliques. Et donc, c'est comme une charpente métallique. Vous la désassemblez, vous la mettez sur le bateau, et une fois qu'elle arrive, on la remonte. Donc, ça permet effectivement d'accélérer la construction des choses. Pour une administration coloniale,
Ça lui permet un déploiement assez rapide, justement avec des bâtiments qui sont préfabriqués. Pardon, c'est intéressant. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui se faisait assez souvent à cette époque-là? Est-ce qu'on constate ça avec d'autres bâtiments? Oui, on en retrouve à Sassandra, on en trouve à Grand Laou, et je pense que c'était une stratégie justement pour pouvoir se déployer assez rapidement. Avoir une construction préfabriquée, effectivement, ça vous permet assez rapidement d'avoir en tout cas le strict nécessaire. Mais du coup, ça a aussi influé sur l'esthétique de ces époques-là, qui effectivement était influée par ce qui se faisait en Europe, mais également par ce qui se faisait dans d'autres colonies. C'est intéressant aussi de voir que on a en tête l'architecture coloniale, donc la première architecture avec les coursives, etc., mais l'architecture jusque dans les années 50 est une architecture coloniale. Et à Abidjan, notamment au plateau, on a de vraies pépites de cette époque d'architecture où en réalité l'utilisation du béton commence à permettre certaines prouesses, comme par exemple faire des ailettes en béton pour laisser passer le vent, créer des persiennes avec des éléments un peu plus stables, les toitures avec le fibrociment qu'on retrouve beaucoup à Bassam. C'est des éléments aussi qui se sont mélangés aux architectures contemporaines de cette époque pour pouvoir effectivement faire évoluer le style architectural. Mamital, est-ce que tu as aussi travaillé sur des bâtiments coloniaux au Sénégal ou même ailleurs en Afrique? Alors oui, au Sénégal particulièrement. Bon, je travaille presque que sur ça, honnêtement. Et donc moi, je travaille pour le Bureau d'architecture et de conservation des palais nationaux au Sénégal. C'est-à-dire qu'on gère tous les palais nationaux, qui sont les résidences du président d'une certaine manière, mais qui inclut également le palais présidentiel. Et je pense qu'on fait partie des pays qui ont le plus vieux palais présidentiel. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu cette reconstruction dont tu parlais justement, Afo, tout à l'heure, où il y a eu, on va dire, ce moment de reconstruction après post-indépendance, d'une certaine manière, où chaque ville voulait retrouver son identité, voulait affirmer sa position. Nous avons conservé ce bâtiment et il date de 1907, donc aujourd'hui il date de plus de 100 ans. Et donc j'ai la chance de travailler sur la gestion et la maintenance de ce bâtiment au quotidien. Il fait partie d'un lot d'autres bâtiments également, mais principalement celui-là, effectivement, c'est un challenge. C'est un challenge surtout au niveau de la modernisation, parce qu'au fil du temps, les présidents arrivent, les présidents l'occupent, mais on réalise à quel point ce n'est plus adapté aux modes de vie locaux. Donc, au-delà de l'aspect, on va dire, symbolique de ce que peut représenter une architecture coloniale en tant que palais présidentiel, je pense que ce n'est plus forcément des standards qui répondent actuellement. Voilà. Donc, il y a tout ce travail de modernisation, de domotique, etc. Il y a également l'ancien palais de justice au Sénégal. Donc, c'était l'ancien palais de justice, tout simplement. Il a commencé à connaître des problèmes de structure, de fissures, etc. Donc, il a été déménagé. Il y en a d'autres qui disent que c'est à cause d'un problème mystique, etc. et tout ça. Mais bon, toujours est-il que ce bâtiment a des proportions aujourd'hui qui se prêtent au monde de la culture. Aujourd'hui, quand on veut faire une expo, on cherche un bâtiment avec des grandes hauteurs sous plafond, etc. Et il faut savoir que nous, on n'a pas autant d'espace que vous à Abidjan. On n'a pas des grands jardins, des grands espaces, etc., des grandes galeries. Donc, on essaye d'utiliser au maximum ce patrimoine pour pouvoir aussi se le réapproprier. Pourquoi est-ce que l'ancien palais de justice est supposé rester l'ancien palais de justice? Non. Pourquoi est-ce que l'ancienne poste est supposée rester l'ancienne poste? On peut se le réapproprier aujourd'hui, surtout l'intérêt dans le monde de la culture. Et donc, aujourd'hui, nous avons eu plusieurs exemples d'adaptation de cet ancien palais de justice, puisqu'il sert comme village de la Biennale, qui a lieu tous les 2 ans donc à Dakar, mais également pour le show de Chanel quand ils sont venus à Dakar. Et ça a été une vraie promotion, on va dire, de l'architecture. De plus en plus, les gens s'intéressaient à cette architecture-là. Et justement, cette architecture a été construite pendant l'époque coloniale, mais utilise que des techniques soudano-sahéliennes, africaines, moucharabiées, c'est-à-dire vraiment du monde africain, arabe, pour s'affirmer aujourd'hui. Donc, ça pose aussi la question à savoir, lorsque l'architecture coloniale utilise des principes qui sont liés à notre culture, comment est-ce qu'elle devrait être interprétée? Voilà. Merci. On aura d'ailleurs l'occasion de creuser sur ce dernier aspect-là. Afo, tu as fait des travaux sur la ville historique de Grand Bassam. Est-ce que
Tu pourrais nous en donner plus de détails? Déjà, il faut savoir que c'est sur la liste du patrimoine. C'est un espace qu'il faut protéger. On parle de décolonisation, mais en même temps, on est en train d'essayer de protéger un espace où on a des tas de bâtiments qui sont de cette époque coloniale-là. Avant même de nous en donner des détails, on parle de protéger la ville de Grand-Bassam ou le quartier France de la ville de Grand-Bassam. Est-ce que tu peux nous éclairer dessus et ensuite nous dire pourquoi on doit protéger tout ça? Oui, merci pour ta question. En fait, oui, c'est le noyau historique de Grand-Bassam qu'on appelle la ville historique de Grand-Bassam, donc qui comprend le quartier France et le village Nzima, qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012 parce que le site a répondu à un certain nombre de critères. Donc des critères d'inscription, des critères d'authenticité et d'intégrité, et puis des critères de protection et gestion. Pour faire simple, oui. Est-ce que tu veux que j'élabore? C'est ça, c'est bon. Ouais. C'est bon. Maintenant, je veux juste savoir pourquoi on doit protéger quelque chose alors que ce sont en train de dire qu'il faut décoloniser. Bon, si tu peux nous en dire plus. Pour plusieurs raisons. Pour répondre, moi j'ai envie de parler de quelqu'un d'abord. C'est Bernard Dadier, donc, qui est le premier auteur ivoirien et qui est né, qui a grandi à Grand-Bassam, donc qui a été éduqué traditionnellement d'abord. Ensuite, il a été à ce qu'on appelait à l'époque l'école des Blancs. Ensuite, pour poursuivre sa scolarité, comme c'était un bon élève, il a été envoyé au Sénégal. Et puis ensuite, il est revenu en Côte d'Ivoire et à ce moment-là, il a décidé de s'engager dans la lutte pour l'indépendance. Et quand il y a eu, je ne sais plus en quelle année, l'inauguration du centre culturel Jean-Baptiste Moquet, il a fait un discours. Moi, je trouve que le début, en fait, explique pourquoi il faut protéger Grand-Bassam, même si c'est hérité de la colonisation. Il a dit, si Grand-Bassam, à peu près, si Grand-Bassam est mon enfance, elle est, à mes yeux, celle de la Côte d'Ivoire tout entière. Première ville coloniale, haut lieu de la lutte pour l'indépendance, donc c'est un lieu de mémoire de la lutte pour l'indépendance aussi. Bassam ne représente plus pour moi le symbole de ce qui autrefois nous blessait, mais etc., etc. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit que pour lui, Bassam, c'est aujourd'hui un lieu de paix et d'avenir, du présent et de l'avenir. Bon, moi, j'aime dire que Bassam, c'est le berceau de la Côte d'Ivoire, parce que, évidemment, c'est par là-bas que la colonisation est partie, mais c'est aussi le lieu où les militants indépendantistes ont été emprisonnés. C'est aussi le lieu qui a connu le premier mouvement d'envergure contre les décisions de l'administration coloniale, plus connu sous le nom de Marche des femmes sur Grand-Bassam en 1949. Donc c'est finalement devenu un symbole de fierté pour les Ivoiriens qui est enseigné dans le programme scolaire. Donc rien que pour cette raison, en fait, c'est notre histoire en fait qui s'est déroulée à Grand-Bassam. Donc pour moi, c'est une raison suffisante pour ne pas toucher à ces bâtiments, si ce n'est pour les réapproprier, les restaurer, comme le fait Issa Diabaté. Et puis il y a aussi d'autres raisons. C'est par exemple histoire coloniale, lieu de mémoire, c'est aussi un lieu important, en tout cas à mon sens, pour les identités africaines, parce que c'était un port commercial. Donc Grand-Bassam rappelle l'histoire économique, l'histoire portuaire, l'histoire judiciaire, mais c'était un port qui attirait justement des populations d'autres pays colonisés. Donc on disait avant les Dahoméens, les Béninois, les Sénégalais. Donc moi, il y a un de mes ascendants qui est arrivé en Côte d'Ivoire par Grand-Bassam, par exemple. Et c'est aussi un lieu, pour certains peuples, toujours les Sénégalais, un lieu spirituel. Tous les ans, à Grand-Bassam, il y a ce qu'on appelle le Petit Magal. Donc Côte d'Ivoire. Au Sénégal, il y a le Grand Magal à Touba, où les Mourides commémorent en fait l'exil de leur chef religieux, Cheikh Amadou Bamba, qui a été chassé par les Français pour l'envoyer au Gabon. Et en fait, il a fait une escale à Grand-Bassam, si on peut appeler ça une escale, et il a été enfermé sous le palais du gouverneur. Donc aujourd'hui, chaque année, il y a des Sénégalais qui viennent en grand nombre aussi, en voyage spirituel, pour commémorer en fait le trajet de Cheikh Amadou Bamba. Ça s'appelle le Petit Magal. Donc pour ça, c'est intéressant. Et je pense aussi qu'il faut questionner les personnes qui ont été directement en contact avec ce bâti, notamment, j'ai envie de dire, les Nzima, qui habitent juste à côté. Et eux, quand on leur demande « Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire de ces bâtiments? Est-ce qu'il faut les raser ? Qu'est-ce qu'on doit faire ?» Ils disent non, que le quartier France, donc la ville coloniale, ça fait partie de notre village. C'est une partie intégrante de notre village parce que, moi c'est ce que j'ai entendu en tout cas sur place, quand eux ils se sont installés, parce que les Nzima sont venus par vagues successives aussi à cause des guerres qu'il y avait dans le pays Nzima du Ghana, quand ils se sont installés, ils ont fait un pacte avec un génie
le Boisquet, ça s'appelle Génie des lieux, qui leur a donné l'autorisation de s'installer. Et ils disent que si les Français aussi ont pu s'installer, c'est parce qu'ils sont protégés par le Boisquet au même titre qu'eux. Donc ça, je trouvais ça super intéressant. Donc pour eux, il ne faut pas toucher à ce patrimoine aussi. Et puis dernier élément, c'est ce qu'on évoquait tout de suite, c'est que c'est un site du patrimoine mondial. Donc ça veut dire que des autorités du patrimoine, donc le comité du patrimoine mondial, ont estimé que Grand Bassam avait ce qu'on appelle une valeur universelle exceptionnelle, c'est-à-dire une valeur qui transcende en fait les frontières nationales, continentales, qui est importante pour l'humanité tout entière. Et pour cette raison-là, en fait, il faut protéger la ville historique et le bâti colonial. Merci. Merci Afo, merci beaucoup. Alors, quand on parle de colonisation jusqu'à présent, moi, ce que j'entends, c'est colonisation occidentale. J'aimerais savoir, si vous pouvez hocher de la tête pour dire si on est OK. On est en train de parler de colonisation occidentale, du fait que les Français, quand on parle de décolonisation, est-ce qu'on parle de ça spécifiquement ou est-ce qu'on s'intéresse à d'autres types d'influences? Tout à l'heure, tu as parlé de Soudanais, Sahéliens, toutes ces choses. Ça peut être même d'ordre religieux. Il y a un des cultures, Lover, qui a parlé de religion, d'architecture religieuse. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc, on parle de décolonisation en faisant chaque fois référence à la France, qui a colonisé la Côte d'Ivoire. Et je le comprends très bien, c'est certainement le point le plus important dans nos discours. Mais est-ce qu'on doit s'intéresser à d'autres types de colonisation? Voilà, j'aimerais savoir. Issa? Alors, c'est une question très intéressante parce que le cas existe dans beaucoup de parties du monde. Vous prenez Sainte-Sophie en Turquie, elle était une église, une mosquée, et en réalité c'est une question d'appropriation et de transfert de cette appropriation dans le patrimoine. Effectivement, Afo l'a très bien dit, aujourd'hui, quel Ivoirien peut imaginer la Côte d'Ivoire sans Grand Bassam? C'est inimaginable. Et en réalité, l'essence, elle est là. Comment est-ce que nous faisons évoluer notre rapport aux choses? Si notre rapport aux choses est antagoniste, il va générer peut-être effectivement de la destruction. S'il est dans l'appropriation de sa propre histoire, et justement de pouvoir prendre cette histoire pour aller au-delà, effectivement, on a autre chose. Effectivement, quand on prend l'architecture soudano-sahélienne, c'est une influence du nord de la Côte d'Ivoire. On sait tous que du 8 au 13e siècle, il y a une forte présence arabe dans la zone. Donc forcément, je veux dire, au-delà de la colonisation, pour moi, j'aimerais parler d'influence culturelle, effectivement, qui peuvent s'exprimer au départ par un rapport colonial, mais qui, avec le temps, finissent par pénétrer en fait la culture. Oui, bien sûr, tu peux rebondir. C'est intéressant ce que Issa était en train de... J'ai travaillé sur une mosquée et j'ai trouvé très important aussi l'historique en fait qu'on fait de ces bâtiments-là, la transmission et l'archivage aussi, pour pouvoir les exploiter après. J'ai travaillé sur une mosquée il faut savoir que cette mosquée avait une cloche. Et il faut savoir que les mosquées du patrimoine, donc les premières qui ont été construites au Sénégal, avaient un clocher en fait, n'avaient pas l'appel du muezzin. Donc il y a deux versions. Il y en a qui disent que l'appel du muezzin était formellement interdit dans les colonies. Et il y en a d'autres qui disent que du fait que la première mosquée du Sénégal, qui est la mosquée de Saint-Louis-Nord, qui est aussi un site inscrit au patrimoine mondial, du fait que cette mosquée ait tiré son inspiration de la cathédrale de Saint-Louis, qui était la première cathédrale, on a eu, on va dire, cette influence-là des clochers en fait, qui s'est perpétuée jusqu'à Dakar, jusqu'à quelques années. Donc, je trouve que c'est intéressant de voir comment est-ce que... Voilà, parce que quand on était en train de réhabiliter cette mosquée, vous voyez des gens qui disaient « Non, mais ça, c'est pas normal, il faut l'enlever carrément et tout ». Et d'autres qui, au contraire, embrassaient ça parce qu'ils se disaient « C'est nos ancêtres qui ont choisi de les mettre là parce qu'on travaillait sur la base de la construction d'une mosquée qu'on trouvait moderne, en tout cas à l'époque ». Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci Mamital. Alors, on a parlé de la période précoloniale, de la période coloniale. Maintenant, on est dans les indépendances. Est-ce que vous trouvez que les bâtiments de l'époque des indépendances ont une particularité? Afo? Merci, c'est une question difficile. Oui, enfin, il y a eu des tentatives, en tout cas, de recourir à des symboles et des éléments de l'architecture traditionnelle dans l'architecture dite des indépendances. Le but, c'était de donner une nouvelle identité aux nouvelles nations, une identité
ou qui symbolisait la fierté, la puissance, la domination aussi, les aspirations aussi d'autodétermination, etc. Donc moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, un des exemples intéressants, c'est le palais présidentiel, qui était un palais, le palais du gouverneur, donc un palais colonial, qui a été approprié par Félix Houphouët-Boigny. Donc il y a eu les formes ont été arrondies, en tout cas sur le dessus, pour donner la forme du siège à Caen. Donc il y a eu ces tentatives-là. Ensuite, il y a eu d'autres tentatives avec le brutalisme, comme on l'a vu dans le reportage tout à l'heure. Il y a de l'architecture brutaliste dans tout le plateau, à Yamoussoukro. Donc il y a eu ces tentatives. Au Sénégal, il y a le parallélisme asymétrique de Senghor, donc sa résidence, est construite selon ce principe. Donc je pense qu'il y a eu des tentatives. Après, est-ce que ça a réussi ou pas? Ça, je ne sais pas. Ok. Issa, est-ce qu'au moment des indépendances, on a voulu trancher, divorcer de l'architecture coloniale? Est-ce que tu as senti ça? Comment ça s'est passé? Je pense qu'en Côte d'Ivoire, au moment des indépendances, on a vécu une période fabuleuse en architecture. Toute l'ossature d'Abidjan qu'on connaît aujourd'hui est bâtie sur cette époque. Vous regardez un quartier comme Cocody, qui est le premier quartier post-indépendance qui sort en fait de terre. C'est un quartier qui est extrêmement mixte. Vous avez de l'habitat de cour, de l'habitat en bande, vous avez de l'habitat individuel, vous avez du collectif, du semi-collectif, de la petite maison, de la grande maison, un palais présidentiel, l'hôtel Ivoire, des équipements éducatifs. Et tout ça, en fait, se passe sans qu'il y ait de barrière. Vous pouvez traverser le marché, arriver à Cocody Ambassade, sans avoir l'impression d'être sorti du quartier. Et ça a donné, c'était vraiment le lieu d'expérimentation. C'est là qu'il y a eu tout ce développement de cette architecture moderne, bioclimatique, avec des cabinets d'architecture comme DLM qui a construit justement l'Institut français, l'utilisation de la ventilation traversante, mais aussi construire avec le souci de l'économie. Vous allez voir que les structures sont toujours très légères et toujours très rationnelles. Ils vont même jusqu'à dimensionner les pièces plutôt dans des formes rectangulaires pour économiser de la peinture. Et tout ça, en fait, témoigne d'une volonté, à une certaine époque, en fait, de développer et de stratifier, en fait, sa société au travers de l'urbanisme. Vous allez voir aussi que par la suite, d'autres quartiers sont développés avec leurs propres particularités. Koumassi, Groupement Foncier, Port-Boué, et tout ça aussi avec un Treichville et un plateau qui sont des héritages culturels, mais qui continuent de rayonner sur la ville. C'est une période effectivement que l'on regrette un peu parce que c'est un petit peu parti hors de la maîtrise après les années 80. Mais pour moi, il y a dans cette période, c'est vrai qu'on ne le voit pas assez, mais il y a quand même une volonté à cette époque d'intégrer les cultures locales, non seulement au travers du bâti, mais au travers de la structure de ce bâti, au travers de la gouvernance. Je veux dire, si vous avez, on va dire, un quartier qui se développe avec un noyau, vous n'avez pas nécessairement de tous les mouvements pendulaires que l'on retrouve aujourd'hui. Donc, on a perdu un petit peu de vue cette logique urbaine. Ce qui est intéressant, peut-être quand on va parler du futur, j'ai envie de dire... J'allais demander pourquoi, mais on va attendre. On va attendre au moment de parler du futur. Oui, qu'il y a quelques pistes, en fait, qui nous interrogent sur ça. Et il y a aussi il y a cette particularité, en fait, qui est la nôtre dans nos pays, d'être dans des environnements qui évoluent si vite qu'il est quasiment impossible, en fait, en dehors de l'observation, de pouvoir présager de ce qui va se passer demain. Mais pardon, Issa, j'en ai pas fini avec toi. Il n'y avait vraiment pas cette arrière-pensée de se dire on rompt avec le style architectural d'avant les indépendances. Non, on était vraiment dans une démarche, comme le professeur Pierre Kipré le disait, utilitaire, de solidité. On était pragmatique sur la façon dont on construisait. Est-ce qu'on n'avait pas envie de décoloniser? Ah si, moi j'ai envie de dire qu'Abidjan est vraiment le symbole de... En réalité, vous prenez le plateau, vous avez des tours, mais en réalité, est-ce qu'on avait un problème de densification? Non. Mais par contre, de mettre des tours au plateau, c'est donner un signal fort sur le cap qu'on souhaite atteindre. Abidjan est malheureusement, ça ne se voit pas autant, mais pour moi qui fais des tours du plateau, des tours d'architecture du plateau, Abidjan est une ville extrêmement riche en architecture.
Tout ce qui manque, en fait, c'est de lever la tête et d'essayer de comprendre, en fait, dans quelle période et à quel moment ont été faits ces bâtiments. Vous avez des bâtiments comme la pyramide qui ont été exposés au MoMA. Vous avez des bâtiments que l'on ne voit pas, par exemple, comme le siège du PDCI à Trècheville, mais qui est extraordinaire au point de vue de ses proportions, etc. Il y a énormément d'architecture d'Abidjan. Et c'est un petit peu dommage qu'on ne voit plus ça, parce que cette architecture a traduit en fait la volonté du Houphouët-Boigny de positionner son pays à un certain niveau. Et de se dire, ben voilà, s'il faut de l'habitat, ben on va faire de l'habitat à grande échelle et on va regarder comment est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait mixte, est-ce qu'on le fait évoluer avec les populations. C'est comme ça qu'on voit par exemple que les premiers ensembles, comme les 220 logements, abritaient les premiers cadres, qui ensuite ont évolué vers les villas cadres de plateau. Donc il y avait une vraie stratégie, quelque part, socio-urbaine, dans la gestion de la ville, même par exemple dans le développement de l'habitat, qui était porté par la SICOGI, avec justement un encadrement, avec un syndic qui refaisait les étanchéités au fur et à mesure, qui s'appropriait les parcs, qui faisait en sorte qu'ils étaient tenus. Et on s'aperçoit qu'au milieu des années 80, avec un certain nombre de mesures, des ajustements structurels, etc., où l'État était obligé de se retirer de cette production. Et on voit bien que ces biens ont été transférés sans accompagnement au privé. Donc on comprend un petit peu ce qui est arrivé à nos villes. Mamital, au niveau du Sénégal, comment ça se passe avec les indépendances? Est-ce qu'on sent qu'on a voulu quelque part trancher avec ce qui se faisait à l'époque coloniale? Alors, comme je disais tout à l'heure, peut-être dans la volonté du président Léopold Sédar Senghor, mais je n'ai pas l'impression, parce que après les indépendances, il n'est pas vraiment question de remplacer ces bâtiments, mais on va dire de créer une architecture qui allait les compléter. Et c'est vrai qu'au fil du temps, comme je disais encore une fois, j'ai vraiment eu l'impression que chaque courant architectural était aussi associé à la personne qui était au pouvoir. Donc vous avez Léopold Sédar Senghor qui était poète, grand amoureux de la culture, et voilà, qui a accueilli le premier festival des arts nègres au Sénégal, qui a eu lieu d'ailleurs à l'ancien palais de justice, qui était un palais de justice à cette époque. Donc c'est comme si c'était une vocation à devenir un palais des arts plus tard. Donc il y a vraiment cette période qui est marquée, on va dire, de manière très très forte avec le président Léopold Sédar Senghor. Après, vous avez la période du président Abdou Diouf où on va dire qu'on a plus assisté à une anarchie urbaine parce qu'il y avait plus de l'autoconstruction en fait pendant cette époque. Après, avec le président Wade, c'était la monumentalisation. Il fallait que chaque édifice soit très très fort et très très voilà. Après, avec le président Macky Sall, on a eu donc les nouvelles villes, Diamniadio, etc. On a eu aussi, je ne parle pas de modernisation quand je dis ça, mais je parle peut-être de dubaïsation, c'est-à-dire vraiment l'adaptation des bâtiments à la Dubaï, c'est-à-dire vraiment en fonction du bonheur esthétique que vous voulez pour vos yeux, en oubliant derrière les réalités qu'on a localement parce qu'on est sous 35 degrés toute l'année. On a des réalités, on a des bâtiments qui sont construits, qui sont tout blancs, donc il faut qu'on attende qu'il pleuve pour qu'ils deviennent propres, où on ne peut même pas accéder au toit. Donc, c'est-à-dire, moi, à chaque fois, je me dis, il faut faire des choses derrière où on arrive quand même à réfléchir à l'exploitation de ce bâtiment après, tout simplement. Donc, ça a été une superposition, mais je ne peux pas dire... Je pense que ça a été une superposition qui s'est faite également en fonction des hommes qui étaient des hommes politiques et du pouvoir politique, du pouvoir qui était en place. Quand je vous écoute, on va arriver maintenant à demain, on va commencer à penser demain. Quand je vous écoute, je me demande, est-ce que l'enjeu, c'est décoloniser finalement notre architecture? C'est volontairement provocateur comme question, sachant qu'on a basé toute notre instance sur la décolonisation architecturale. Mais je vous le demande franchement quand je vous écoute. Est-ce que l'enjeu, c'est de décoloniser l'architecture? À faux? Regardez comme ça. Non, ils vont comprendre, hein, mais vraiment, est-ce que l'enjeu aujourd'hui, quand on parle de notre architecture, c'est ça? Est-ce que l'enjeu, c'est décoloniser l'architecture? En ce qui me concerne, en tout cas, je pense que ça a toujours été un des enjeux, en tout cas, comme je le disais dès le départ, dès l'accession à l'indépendance. Soit on a les figures de, soit les leaders de l'indépendance, les pères de la nation, comme on disait, ont essayé de convoquer des éléments de l'identité, de l'histoire locale dans des bâtiments. Soit ils ont tenté d'écrire de nouvelles couches de récits
Par exemple, encore une fois, je vais parler de Grand Bassam. Au moment de l'indépendance, il y a le pont Eiffel qui est rebaptisé pont de la Victoire, en mémoire de la marche des femmes sur Grand Bassam. Vous avez aussi le monument des Dames Glorieuses à l'entrée de Bassam, donc juste avant la ville historique aussi, qui indique justement la direction de la ville historique où la victoire a eu lieu en quelque sorte. Donc je pense que c'est faire cohabiter d'une part les différents héritages précoloniaux, coloniaux, post-coloniaux. Et puis, je pense également qu'en soi, quand on s'éloigne des grandes villes comme Abidjan, Dakar, Cotonou, etc., dans les villages, cette architecture, elle est encore là. Quand on va à Grand Laou, on voit des constructions en bambou. Au village de Nzima, quand on s'éloigne un peu, qu'on va au niveau des pêcheurs Fanti, il y a encore des constructions en bambou et en bois. Donc c'est encore là, donc les architectures cohabitent. Mais je pense en fait que les aspirations peut-être des jeunes aujourd'hui, moi je vais bientôt me retirer en tant que jeune parce que j'approche un certain âge, mais je vais prendre ma retraite. Mais je pense que les vrais jeunes, eux, en tout cas, c'est une de leurs aspirations et je pense que ça peut être intéressant en tout cas de tenir compte de ça. Voilà, merci. Les vrais jeunes, les faux jeunes. Moi, je suis de moins en moins. On va en discuter plus tard, ça c'est un autre sujet. Issa, est-ce que l'enjeu aujourd'hui, quand on parle d'habitat, c'est décoloniser? Alors, sans paraître pessimiste, je pense que l'enjeu de décolonisation aujourd'hui est nettement plus grand qu'avant. Quand vous voyez ce qui se construit en dépit du bon sens, quand vous voyez par exemple qu'on a oublié qu'en milieu tropical humide, on cherche la ventilation traversante et qu'on remplit, au point où on est obligé de climatiser, avec une empreinte carbone effectivement qui va en découler. Je pense que c'est de ça qu'on a besoin de se décoloniser, de se décoloniser en réalité des systèmes. Parce qu'on a hérité en fait de systèmes de production. Pourquoi on consomme de la clim? Parce qu'on produit de la clim et qu'on nous vend de la clim. Est-ce qu'il est possible de construire en Côte d'Ivoire sans utiliser climatisation, ou du moins de l'utiliser à minima? Oui. Moi, je vis dans une maison où je ne climatise jamais la journée. Et quelque part, cette décolonisation, elle n'est pas que technique, elle est aussi intellectuelle. Parce que si vous ne vous posez pas la question, vous n'allez pas nécessairement aller vers un habitat qui vous permet d'avoir ce mode de vie-là. Vous allez vous dire, tout naturellement, il fait chaud à Abidjan, on construit en briques et on met la clim. Et donc, si on ne s'interroge pas, et je pense que c'est l'enjeu de la décolonisation, en fait, il est là. S'interroger en fait sur ces systèmes et essayer d'imaginer les systèmes de demain, on aura du mal. Et c'est vrai que pour moi, l'enjeu aujourd'hui, il est de moins en moins au niveau de l'architecture, mais de plus en plus au niveau de l'urbanisme. Pourquoi nos villes ne fonctionnent pas? Regardez en fait quel type de gouvernance elles ont. Quand vous allez dans un village, la gouvernance, elle est centrale. Le chef du village, en un clin d'œil, il a fait le tour, il sait quel comportement corriger. Mais quand vous arrivez dans une ville comme Abidjan où la gouvernance a explosé, vous n'avez aucun moyen de contraindre votre voisin à observer des mesures d'hygiène, etc., etc. Et donc, pour moi, l'enjeu, il est dans comment est-ce qu'on doit imaginer nos environnements urbains de demain. La ville, justement, est faite ainsi qu'elle elle nous donne des leçons. Quand on regarde Abidjan, Abidjan nous donne tous les jours des leçons, pas forcément de la manière la plus esthétique, mais elle nous donne des leçons. Quand on regarde tous les nouveaux quartiers, qu'on regarde les typologies qui sont développées, on comprend en fait que ça découle d'une certaine culture, d'une certaine façon de vivre la ville. Tant qu'on ne s'interrogera pas en fait sur ces questions-là, on ne pourra pas ni faire une architecture adaptée, complètement décolonisée, en fait, affranchie de tous ces systèmes. Et je pense que le véritable enjeu, en fait, il est là. Alors, je vais essayer de poser ma question en espérant que je sois assez claire. C'est en vous écoutant vraiment que les questions arrivent. Quand on parle de décolonisation, on parle beaucoup de l'époque coloniale, avant les indépendances. Mais est-ce que quelque part aussi, la colonisation ne concerne pas l'époque actuelle de l'ancien colon? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui se fait actuellement en France, par exemple, la façon dont on construit et tout ça, est-ce que ça ne continue pas de nous influencer? Est-ce qu'en réalité, c'est ce qui se faisait seulement au passé qui nous inspire? Est-ce qu'on ne s'inspire pas aussi des tendances? Tout à l'heure, elle a parlé de Dubaï, par exemple. C'est une influence actuelle. Donc, est-ce que ce n'est pas l'ancien colon, en plus du colon de l'époque
qui nous influencent dans notre façon de penser, l'esthétique, l'aménagement et tout ça. Bien, aussi, j'y vais. J'espère que ma question est claire aussi, hein, parce que... Mais bien sûr, nous sommes la résultante en fait des cultures dont nous avons hérité. Regardez comment on est habillé aujourd'hui. Bon, mais c'est des choses il ne faut pas non plus avoir honte de se les approprier. Et donc justement, pouvoir aller de l'avant en comprenant en fait là où on a envie d'aller, ça vous permet effectivement de produire quelque chose qui peut être complètement contemporain, mais complètement adapté. J'ai envie de dire, quand on voit par exemple certains bâtiments construits à Abidjan, ils sont complètement modernes dans leur écriture, dans leurs matériaux, mais c'est des bâtiments que vous ne pourrez jamais construire en Norvège, parce que ce n'est pas du tout le même climat, ce n'est pas du tout le même environnement. Et donc je pense c'est un petit peu ces subtilités qu'il faut qu'on arrive à s'approprier, justement pour arriver à aller au-delà. Ok, j'ai l'impression que Afo, tu veux rajouter quelque chose? Oui, merci Orphélie. Oui, en fait, je voulais dire que c'est sûr aussi qu'il y a quand même un... bon, peut-être que je vais me dédire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y a quand même un impératif de décolonisation dans les matériaux de construction et les techniques de construction, parce qu'il faut tenir compte aussi du fait que le domaine de la construction, c'est un des domaines qui pollue le plus. Donc il faudrait, en tout cas moi je ne sais pas comment, mais développer des circuits courts pour s'approvisionner en matériaux de construction, parce qu'à chaque fois que moi, en tout cas dans mon entourage, j'entends parler de construction, on dit non mais ça vient de Tunisie, non mais ça vient de je ne sais où, donc tout ça c'est très très polluant. Et puis pour terminer, pour un peu illustrer ce que Issa vient de dire, moi ça me fait penser à l'architecture de l'université de Cocody, où je me balade de temps en temps, et on voit bien que c'était une tentative, en tout cas, de décolonisation architecturale via des équipements éducatifs. C'est très intéressant, tu peux rapprocher ton micro? Oui, une tentative de décolonisation architecturale des équipements éducatifs, où on voit en fait que, je ne suis pas spécialiste, mais c'est du géobéton, en fait. C'est de la terre cuite, pas de la... Ok, très bien. Donc c'est de la terre cuite, et on le voit très bien. Et puis on voit aussi les formes. Micro. Pardon. C'est de la terre cuite, donc je trouve que l'université, c'est un exemple intéressant aussi à observer, étudier. Alors, tout à l'heure, il faut parler de... Parce que je sais que parfois, vous n'avez pas tout entendu avec le micro, mais tu parlais de l'université de Cocody, où on peut observer une tentative de décolonisation dans les matériaux qui sont utilisés. Donc, on n'est pas en train de fantasmer, c'est réel. La décolonisation, elle est possible. La décolonisation est l'un des enjeux aujourd'hui dans la façon dont on occupe l'espace et on construit les bâtiments. Et on va penser à demain. Alors, j'aimerais savoir... Est-ce que je peux dire quelque chose sur la décolonisation? Vas-y. Je pense que la décolonisation, ce n'est pas nécessairement détruire un bâtiment en architecture. Personnellement, on a parlé plusieurs fois de réappropriation. Il y a la réappropriation culturelle, il y a la grève contemporaine, il y a ce qu'on veut en faire demain. Comment est-ce que justement on peut apporter des modifications, à l'exemple, comme l'exemple du palais présidentiel d'Abidjan dont tu parlais, ou comme tout ce que tout le monde fait aujourd'hui avec Internet, avec Instagram, chacun dans son domaine, chacun dans la manière dont il s'habille. J'ai mis une chemise avec un boubou. Pour moi, il y a un genre d'appropriation d'une certaine manière, parce que j'ai pas juste enlever la chemise pour dire « Ah, je vais juste mettre le boubou avec un foulard, etc. » J'ai mis un lapin, j'aime bien les lapins, voilà, c'est une broche. Et je veux dire, genre, voilà, j'ai, moi, la possibilité de le rendre fun et me l'approprier tel que je l'entends. Donc je pense que c'est de la même manière pour l'architecture. Et pour moi, la préservation du patrimoine, voilà, c'est pas juste casser un bâtiment ou le remettre à l'identique, mais c'est vraiment se l'approprier et créer justement des grèves contemporaines. Je pense que... voilà. J'allais annoncer la fin du débat en réalité, et je pense que vous l'avez compris. On a parlé déjà de demain, on a eu quelques exemples, notamment de l'université de Cocody. On va passer à la phase de questions-réponses.